Le soleil de plomb écrasait la ferme isolée de Marie, et un revers de main, elle essuya la sueur qui perlait sur son front. Son regard se perdait dans l'immensité aride qui s'étendait jusqu'à l'horizon tremblant de chaleur. Nous étions en 1874, et cette terre de frontière restait sauvage, impitoyable. À 32 ans, Marie vivait seule, ayant hérité de ce modeste domaine après que les fièvres eurent emporté ses parents 3 ans plus tôt. Son unique famille, son frère Paul, avait rejoint les forces de tel ordre 2 ans auparavant. Il chevauchait désormais sous les ordres du capitaine Mercier, traquant les rebelles nomades le long de la frontière. La routine immuable de Marie fut brisée par le martèlement lointain de sabots sur la terre sèche. Le cœur battant, elle décrocha le vieux fusil de chasse de son père, suspendu au-dessus de l'âtre. La région était devenue dangereuse. Les conflits envenimaient entre les colons, armés et les tribus locales qui luttaient avec l'énergie du désespoir pour préserver leur mode de vie. Par la fenêtre, elle distingua une silhouette solitaire à cheval, affaissée sur l'encolure de sa monture. La bête avançait d'un pas irrégulier, manifestement épuisé. À mesure que le cavalier approchait, Marie comprit que il agissait d'un jeune homme du peuple nomade, blessé. Une tache sombre élargissait sur son épaule. Elle abaissa légèrement son arme, esprit en ébullition. Le régiment de son frère pourchassait justement un groupe de guerriers responsables des attaques sur les domaines au nord de la rivière. Cet homme pouvait fort bien être un des eux. Que Dieu me vienne en aide, murmura-t-elle. Elle était tiraillée entre son éducation religieuse, qui prônait la charité, et la dure loi de la frontière qui désignait tout nomade comme un ennemi mortel. Le blessé glissa de sa selle et effondra dans la poussière, à 20 mètres à peine du porche. Instinct prit le dessus. Marie se précipita au dehors et traîna le corps inerte vers l'intérieur. Il était jeune, pas plus de 25 ans, vêtu d'une tunique de cuir ornée de motifs traditionnels. La blessure était sérieuse, mais pas fatale si en occupait rapidement. À l'intérieur, Marie nettoya et pansa la plaie du mieux qu'elle put. Lorsqu'il reprit conscience, une lueur de terreur passa dans ses yeux noirs, et sa main chercha instinctivement un couteau qui n'était plus à sa ceinture. « Reste tranquille », ordonna Marie d'une voix ferme en le repoussant doucement sur la couche. « Je ne te ferai aucun mal. » L'homme étudia son visage, méfiant, mais trop faible pour résister. « Pourquoi aider » demanda-t-il dans une langue approximative. « Parce que tu es blessé », répondit-elle simplement. Hélène n'était pas certaine de ses propres motivations. Il se présenta sous le nom de Tahar. Au fil des heures, alors que Marie veillait sur lui offrant eau et nourriture, Tahar livra des fragments de son histoire. Il jura qu'il ne faisait pas partie des pillards, qu'il avait été séparé des siens alors qu'il chassait. Les soldats avaient tiré sans sommation. « Tes gens tuent ma famille, » dit-il avec amertume. « Prennent notre terre. Nous chassent comme bêtes. » Marie ne pouvait nier la vérité de ses paroles. « Nous ne voulions pas tous la guerre, » répondit-elle doucement. Alors que le crépuscule tombait, le bruit sourd d'une cavalcade se fit entendre. En regardant dehors, le sang de Marie se glaça. Un détachement de armée approchait, et son frère Paul chevauchait en tête. Il traquait quelqu'un, et Marie savait pertinemment qui. « Ils vont me tuer », dit Tahar, tentant de se lever malgré sa faiblesse. Marie prit une décision instantanée qui allait tout changer. Sous le plancher, pressa-t-elle en désignant une trappe dissimulée que son père avait construite pour cacher les vivres. Rapidement, elle aida Tahar à se glisser dans l'espace exigu sous les lattes, près du garde-manger, et recouvrit l'ouverture juste au moment où les soldats atteignaient le perron. Paul fut le premier à mettre pied à terre, sa haute silhouette projetant une ombre longue dans la lumière du couchant. Marie, salua-t-il en étreignant brièvement. « Paul, nous traquons un guerrier. Il est séparé du groupe que nous avons dispersé ce matin. On l'a blessé, mais il est volatilisé. Les traces mènent ici. » Le cœur de Marie cognait dans sa poitrine. « Je n'ai vu personne, Paul. » Le capitaine Mercier, un homme au visage dur et au regard froid, avança. « Madame, cet indigène est dangereux. Il a tué 2 colons la semaine dernière. Cela vous dérange-t-il si nous jetons un coup d'œil » Marie acquiesça, priant pour que son visage ne la trahisse pas. « Faites donc, capitaine. » Pendant que les hommes fouillaient la propriété, Paul la prit à part. « Tu as l'air nerveuse, Marie. Tout va bien ? Je n'ai simplement pas l'habitude de voir autant d'hommes armés, » répondit-elle en forçant un sourire. Les soldats ne trouvaient rien. Cependant, le capitaine Mercier attarda près du garde-manger, ses bottes crissant à quelques centimètres de l'endroit où Tahar retenait son souffle. « Étrange, » murmura-t-elle, officier. « Les traces mènent droit à votre ferme.
Il a peut-être contourné, suggéra Marie. Il y a le ruisseau vers elle, est. Il aurait pu le suivre pour masquer sa piste. Mercier hocha lentement la tête, bien que le soupçon persistât dans ses yeux. Nous allons bivouaquer près des « ici ce soir ». Si vous voyez quoi que ce soit, tirez un coup de feu en LR. Après leur départ pour établir le campement à quelques centaines de mètres, Marie attendit la nuit noire avant d'ouvrir la trappe. Tahar émergea, le visage pâle de douleur. « Pourquoi avoir menti ?» demanda-t-il. « Ton frère est soldat. » Marie soupira, sentant le poids de sa décision peser sur ses épaules. « Parce que je suis fatigué de ces tueries. Et parce que je ne crois pas que tu sois un assassin. » Cette nuit-là, alors que Tahar se reposait dans la cache, Marie est assis sous son porche, fixant les feux de camp de l'armée au loin. Elle hébergeait un homme que son frère et ses compagnons abattraient à vue, un homme dont le peuple était en conflit sanglant avec les colons depuis des décennies. Pourtant, quelque chose dans le regard de Tahar lui disait qu'il disait la vérité. Elle repensa aux paroles de son défunt père. Astérisque, cette terre a bu assez de sang, Marie. Souviens-toi que même dans la guerre, nous ne devons jamais perdre notre humanité. Astérisque Marie chuchota dans les ténèbres. Qu'ai-je fait? Papa, qu'ai-je fait? Elle aube se leva sur les plaines, peignant le ciel de stries orange et or. Marie avait à peine dormi, elle l'esprit déchiré entre la loyauté envers son frère et la vie de elle homme caché sous son plancher. Le campement des soldats était toujours visible au loin, la fumée de leur feu matinal élevant dans l'air immobile. Paul arriva seul peu après le lever du soleil, portant un sac de grains de café. J'y ai pensé que tu en aurais besoin, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Tu sembles changer, Marie. Quelque chose te tourmente. Marie affaira autour de la cafetière. Ce n'est rien. Je dors mal ces temps-ci. Paul étudia son visage, l'intuition fraternelle détectant le mensonge. Nous avons toujours été honnêtes, un envers l'autre, Marie. Depuis que nous sommes enfants. Elle se tourna vers lui, la conscience coupable. Paul, arrive-t-il de remettre en question ce que tu fais avec l'armée? Son expression se durcit. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu sais ce qui est passé avec les tribus. Ils ont refusé les réserves, ils ont attaqué les villages. Marie, ils ont tué des innocents. Tu te souviens de la famille Joly? Leur petite fille Anne avait que 6 ans. Marie hocha la tête gravement. Elle se souvenait trop bien des histoires. Mais sont-ils tous coupables? Méritent-ils tous de mourir? Les yeux de Paul se plissèrent. D'où te vient cette réflexion? Tu ne t'es jamais soucié des auparavant. J'y ai eu le temps de penser. Vivre ici seul, répondit-elle en choisissant ses mots avec soin. Il y a eu assez de sang versé des deux côtés. Paul apprêtait à répondre lorsqu'un craquement se fit entendre près du garde-manger. Sa main glissa instinctivement vers son revolver. Qu'est-ce que c'était? Le cœur de Marie bondit dans sa gorge. Probablement la maison qui travaille. Est une vieille bâtisse. Son frère n'était pas convaincu. Lentement, il avança vers le garde-manger, son œil exercé scrutant le sol. Marie le suivit, tentant désespérément de détourner son attention. Paul, il te plaît? J'y ai préparé le déjeuner. Mais Paul avait déjà remarqué la latte légèrement décalée. Dès un mouvement vif, il arracha, révélant la cachette et Tahar, qui les regardait avec des yeux pleins de défi malgré sa faiblesse. Paul braqua son arme en un éclair. Marie, recule. Non. Elle se plaça en rempart entre son frère et Tahar. Il est blessé, Paul. Il ne représente aucune menace. Le visage de Paul se tordit sous le choc et le sentiment de trahison. Tu caches un des As-tu perdu la raison? Sais-tu ce que le capitaine Mercier fera? Il l'apprend? Ce n'est pas un pillard, insista Marie. Il chassait, il a été séparé des siens. Vos hommes lui ont tiré dessus sans sommation. Et tu l'as cru? La voix de Paul était incrédule. Marie, ces gens sont passés maîtres dans l'art de la tromperie. Il se sert de toi. Du fond de la cachette, Tahar prit la parole. Je dis la vérité. Pas de raid, pas de meurtre. L'arme de Paul resta braquée sur lui. Donne-moi une seule raison de ne pas te livrer sur le champ. Marie posa doucement sa main sur le bras de son frère. Parce que je te le demande. Parce que nous avons été élevés pour juger chaque personne à ses actes, et non selon sa naissance. Souviens-toi de ce que disait Père. Un conflit intérieur faisait rage dans le regard de Paul. Il baissa la voix, le ton grave. Marie, si Mercier découvre ça, il ne se contentera pas de tuer cet homme. Il te considérera comme une traîtresse. Il y a des hommes dans cette compagnie qui n'hésiteraient pas à pendre une femme pour moins que cela. Je connais les risques,
répondit-elle fermement. Après un long moment de tension palpable, Paul abaissa légèrement son revolver. Tu as jusqu'au coucher du soleil pour le faire partir ici. Après ça, je ne pourrai plus te protéger. Un flot de soulignement envahit Marie. Merci. Paul remit en place les planches de la cachette, ses gestes raides de désapprobation. Je dirai à Mercier que nous étendons les recherches vers l'ouest. Cela devrait te faire gagner du temps. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Marie, si tu te trompes à son sujet, est-ce qu'il te manipule? Je ne me trompe pas, affirma-t-elle avec plus d'assurance qu'Hélène en ressentait. Une fois Paul parti, Marie aida Tahar à extraire de la cave. Il bougeait avec précaution, ses blessures encore douloureuses, mais montrant des signes de guérison. Ton frère ne m'a pas tué, observa Tahar, ses yeux sombres fixés sur le visage de Marie. Pourquoi? Parce que malgré tout, il a confiance en mon jugement, répondit-elle en aidant à s'asseoir sur une chaise. Et parce qu'au fond de lui, il sait que ce cycle infini de violence est une erreur. Tout au long de la journée, alors que Marie préparait le départ de Tahar, ils partagèrent davantage de leurs histoires. Tahar parla de son enfance dans les grandes plaines, de la liberté que son peuple avait jadis connue et de l'érosion progressive de leur mode de vie. Marie lui raconta la perte de ses parents, la solitude de la ferme et sa relation complexe avec son frère. Est un homme bon, dit Tahar à propos de Paul. Coincé entre deux mondes, comme moi. Marie fut surprise par sa perspicacité. Que veux-tu dire? Je suis né quand les pourparlers de paix existaient encore. Mon père croyait qu'il fallait trouver un moyen de vivre avec homme blanc. Beaucoup dans ma tribu, ont traité de traître. Une ombre passa sur le visage de Tahar. Il a été tué par les nôtres pour avoir parlé de paix. La perception que Marie avait de Tahar approfondie. Il n'était pas simplement un fugitif blessé. Il était un homme pris dans les courants contraires de l'histoire, tentant de naviguer dans un monde qui changeait trop vite, trop violemment. À l'approche du soir, Marie prépara un sac avec des vivres, de tels eau et des bandages. Elle amena le cheval de Tahar, qu'elle avait dissimulé dans la grange. Dirige-toi vers le sud-est, lui indiqua-t-elle. Il y a un campement près de la rivière des Argents. On dit que le chef là-bas maintient des relations pacifiques avec certains colons. Tahar hocha la tête, montant en selle avec une certaine difficulté. Pourquoi aimais-tu? Demanda-t-il encore, faisant écho à sa question de la veille. Marie réfléchit soigneusement à sa réponse. Parce qu'en cours de route, nous avons oublié qu'avant d'être colons ou nomades, soldats ou guerriers, nous sommes des êtres humains. Et chaque humain mérite la compassion. Tahar se pencha et prit la main de Marie. Je n'oublierai pas ce que tu as fait. Un jour, peut-être, ton peuple et le mien trouveront la paix. Alors que Tahar éloignait dans le crépuscule naissant, Marie chuchota. Peut-être un jour. Elle était si concentrée à le regarder disparaître dans le lointain qu'elle ne remarqua pas le cavalier qui était détaché du groupe principal pour revenir vers sa propriété. Caché derrière un bouquet d'acacias, il observa toute la scène avant de battre en retraite silencieusement pour faire son rapport au capitaine Mercier. La nuit tomba et Marie assis seule dans sa cuisine, un étrange mélange de soulagement et d'appréhension l'envahissant. Elle avait fait ce qu'elle croyait juste, mais à quel prix? La question flottait dans l'air comme l'odeur de la poudre après un coup de feu, âcre et menaçante. Un coup violent à la porte la fit sursauter. Elle ouvrit pour trouver Paul, le visage livide. On t'a vu, dit-il sans préambule, la bousculant presque pour entrer. Simon est revenu sur ses pas. Il t'a vu avec lui. Une peur glaciale étreignit le cœur de Marie. Que va-t-il se passer? Mercier est en route. Marie, te rends-tu compte de ce que tu as fait? Héberger un ennemi, aider à s'enfuir. Ils appellent ça de la trahison. Ce n'est pas de la trahison que de faire preuve de pitié, répliqua-t-elle, bien que sa voix tremblât. Paul passa une main nerveuse dans ses cheveux. Mercier ne voit pas les choses ainsi. Ces hommes, ils ont perdu des amis dans les raids. Ils ont enterré des enfants. Ils ne comprendront pas. Et toi, Paul, comprends-tu? Avant que tu ne puisse répondre, le bruit de chevaux approchant remplit l'air nocturne. Le capitaine Mercier et 4 de ses hommes entrèrent dans la cour, leurs visages sinistres sous le clair de lune. Paul se plaça entre Marie et la porte. « Reste derrière moi, ordonna-t-il, la voix basse et urgente. Laisse-moi leur parler. » Marie regarda par la fenêtre son frère avancer sur le porche pour faire face à son commandant. La confrontation qui allait décider de son sort avait commencé, et tout ce qu'elle pouvait faire était de prier pour que, dans cette ère de violence et de vengeance, la clémence puisse encore prévaloir. Le capitaine Mercier mit pied à terre lentement, son visage buriné impassible sous la lumière argentée.
Les autres gardes restèrent à cheval, formant un demi-cercle autour du porche. Paul tint bon alors que Mercier approchait, sa posture trahissant la tension qui l'habitait. Le roi lança Mercier d'une voix qui portait dans la nuit. « Écartez-vous, capitaine. J'ai besoin de vous parler des abords, » répondit Paul, sans bouger des un pouce. Les yeux de Mercier se plissèrent. « Votre sœur a hébergé un combattant ennemi et a aidé à son évasion. Il n'y a rien à discuter. » De elle intérieure, Marie observait l'échange, les mains tremblantes. Elle connaissait la réputation de Mercier, un homme qui opérait selon son propre code brutal de justice frontalière. Certains elle appelait un mal nécessaire contre le chaos, des autres murmuraient que il était guère plus qu'un tueur assermenté. « Ma sœur a commis une erreur, » argua Paul. « Est une femme pieuse au cœur tendre. Elle a vu un blessé et a agi par charité chrétienne. » Un des cavaliers cracha par terre. « Charité chrétienne pour un sauvage ? Ces diables ont probablement tué une douzaine de colons. Nous n'en savons rien, » contrate Paul. « Nous n'avons jamais confirmé qu'il faisait partie du groupe de pillards. » Mercier étudia le visage de Paul. « Vous défendez ces actes. Attendez mieux de vous, le roi. Vous avez prêté serment. J'ai aussi fait le serment à mes parents, avant leur mort, de protéger ma sœur, » rétorqua Paul, sa voix gagnant en force. « Marie et toute la famille qu'il me reste. » Le face-à-face dura plusieurs instants interminables avant que Mercier ne fasse un geste sec. Deux gardes descendirent de cheval et approchèrent du porche. « Écartez-vous, le roi. Est un ordre. » À l'intérieur, Marie prit une profonde inspiration et ouvrit la porte elle-même, rejoignant son frère sur le perron. « Je suis là, capitaine. Il n'est pas nécessaire de menacer mon frère. » Les yeux froids de Mercier la jaugèrent. « Madame le roi, vous avez commis une infraction grave contre l'État. Aider les ennemis de la nation est un acte de trahison. »« Aider un homme blessé, » répondit Marie, se surprenant par la fermeté de sa voix. « Rien de plus. Un nomade blessé, » corrigea Mercier. « Un homme que nous poursuivions pour des attaques sur des innocents. Avez-vous vu attaquer quelqu'un ? » Le défia Marie. « Ou lui avez-vous tiré dessus simplement parce qu'il est ce qu'il est ?» Un silence dangereux suivit ces paroles. Un des gardes marmonna une insulte à voix basse. Mercier fit un pas de plus. « Votre frère a servi avec distinction dans cette compagnie. Par respect pour lui, je vous donne une chance de nous dire dans quelle direction le fugitif est parti. » Marie soutint son regard sans ciller. « Je ne peux pas faire ça, capitaine. » Marie, elle avertit doucement Paul. « Non, Paul, » répondit-elle. « Je n'enverrai pas des hommes armés aux trousses un blessé qui ne m'a fait aucun mal. » Le visage de Mercier se durcit comme la pierre. « Alors vous ne me laissez pas le choix. » Il se tourna vers ses hommes. « Henri, François, arrêtez-la. Nous emmènerons à la capitale pour qu'elle réponde de ses actes. » La main de Paul glissa vers son arme. « Non. » Crépita de tension. Chaque garde se raidit, la main planant près de son étui. « Réfléchissez bien à votre prochain mouvement, le roi, » avertit Mercier. « Ne gâchez pas votre carrière ou votre vie pour ça. »« C'est ma sœur, » dit simplement Paul, comme si cela expliquait tout. Ce qui suivit se produisit avec une rapidité effrayante. Alors que Henri avançait vers Marie, Paul interposa. Une brève bousculade ensuivit, et soudain, les armes furent tirées. Dans la confusion, un coup de feu claqua, résonnant à travers la plaine endormie. Marie hurla alors que Paul titubait en arrière, agrippant son flanc où une fleur de sang épanouissait sur sa chemise. Paul. Elle le rattrapa alors qu'il tombait à genoux. Les gardes se figèrent, momentanément choqués par la tournure des événements. Même Mercier semblait pris au dépourvu. « Rentrez-le » ordonna Mercier après un battement de silence. « François, tu as été médecin au régiment. Vois ce que tu peux faire. » Ils transportèrent Paul à l'intérieur et allongèrent avec précaution sur le lit de Marie. François examina la blessure tandis que la jeune femme, rongée par l'angoisse, ne le quittait pas des yeux. « La balle a traversé » annonça François en se redressant. « Elle n'a touché aucun organe vital, pour autant que je puisse en juger. Il aura besoin de repos et il faudra surveiller la fièvre, mais il devrait en sortir. » Un immense soulagement envahit Marie, immédiatement suivi d'une vague de terreur lorsqu'elle se tourna vers le capitaine Mercier. Ce dernier se tenait dans l'encadrement de la porte, observant la scène un air indéchiffrable. « Capitaine, » commença-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Cela a trop duré. Mon frère est blessé. Par ma faute. » Mercier la dévisagea un long moment. « Par la faute de vos actions,
Madame le roi. Sur la frontière, les actes ont des conséquences. Alors que ces conséquences ne retombent que sur moi, insista Théel. Pollen a fait que tenter de me protéger, comme n'importe quel frère elle l'aurait fait. Dehors, un tumulte attira leur attention. Elle un des gardes appela Mercier, elle urgence perçant dans sa voix. Le capitaine sortit à grands pas, pour revenir quelques instants plus tard avec une nouvelle qui transforma radicalement la situation. Un groupe de guerre fait mouvement vers le nord, le long de la rivière, annonça Théil. Au moins 20 guerriers, probablement en route vers le hameau de Valin. Nous devons partir sur le champ. Les hommes se préparèrent à lever le camp immédiatement. La question de la trahison de Marie fut temporairement éclipsée par la menace plus pressante. Mercier attarda un instant, son regard passant du blessé à la jeune femme. Nous n'en avons pas fini, Madame le roi. Une fois cette menace écartée, nous reviendrons pour vous. Après leur départ au galop, Marie veilla sur son frère toute la nuit. Sa fièvre grimpa en flèche une fois, mais retomba avant elle aube. Lorsque la lumière matinale filtra à travers les rideaux, Paul ouvrit les yeux. Ils sont partis à la poursuite un groupe de guerre, expliqua Marie en portant une tasse d'eau à ses lèvres. Paul tenta de se redrescer, mais grimaça de douleur. Je dois aller avec eux. Tu dois te reposer, insista Marie en le repoussant doucement sur elle oreiller. Paul, je suis tellement désolé. Tout est de ma faute. Il secoua faiblement la tête. Non, c'est cette maudite guerre que personne ne semble capable d'arrêter. Après un silence, il ajouta, ce nomade. Tahar. Crois-tu vraiment que il n'était pas un pillard? Je le crois, répondit Marie. Il y avait quelque chose dans son regard. Paul. De la dignité, de l'intelligence, pas de la haine. Et il aime à parler de son père, qui œuvrait pour la paix entre nos deux peuples. Paul ferma les yeux. J'ai vu des choses terribles dans l'armée, Marie. Des horreurs commises des deux côtés. Parfois, je ne sais plus si ce que nous faisons est de la justice ou simplement de la vengeance. Leur conversation fut interrompue par le bruit de chevaux approchant. Était bien trop tôt pour le retour de Mercier. Marie jeta un coup d'œil par la fenêtre et étouffa un cri. C'est impossible, chuchota-t-elle en comptant au moins 5 guerriers qui avançaient avec précaution. Paul lutta pour se lever. Mon arme. Non, dit Marie fermement. Il y aura plus de coups de feu. Elle se dirigea vers la porte. Marie, non. Elle appela Paul, mais elle franchissait déjà le seuil, le cœur battant à tout rompre, mais la résolution inébranlable. Les guerriers arrêtèrent à distance, elle l'observant avec méfiance. Parmi eux, une silhouette familière émergea. Tahar. Souffla Marie, incrédule. Il approcha seul, sa blessure visiblement en voie de guérison, se tenant droit sur sa monture. Marie le roi, la salua Théil. Je porte un avertissement. Un groupe de guerre arrive. Pas mon peuple, mais les Kayas. Ils cherchent vengeance pour les femmes tuées par les soldats au camp des Hivers. Mercier et ses hommes viennent de partir pour intercepter un groupe le long de la rivière, elle informa Marie. Tahar secoua la tête. Ce petit groupe est une distraction. La force principale vient du nord. Beaucoup de guerriers. Il fit un geste vers les cavaliers derrière lui. Ces hommes sont de la faction de la paix. Nous prévenons les colons sur le chemin. Marie fut stupéfaite par cette tournure des événements. Pourquoi risqueriez-vous vos vies pour nous avertir? Parce que certains croient encore en la vision de mon père, répondit Tahar. Et parce que tu as montré de la bonté là où des autres ne montrent que de la haine. Peut-être commencer nouvelle voie. La réalité de la situation se cristallisa dans l'esprit de Marie. La ferme des Valins est au nord. 3 familles avec des enfants. Mercier et ses hommes ne les atteindront pas à temps. Nous chevauchons là-bas maintenant, confirma Tahar. Mais ils ne croiront peut-être pas avertissement un nomade. Alors je viens avec vous, décida Marie. Ils écouteront. Depuis l'encadrement de la porte, Paul appela faiblement. Marie, attends. Il avait réussi à se mettre debout, appuyant lourdement contre le chambranle. Je viens aussi. Tu es blessé, protesta Marie. Et je suis toujours un soldat, répondit-il d'un ton sombre. Il y a une chance d'empêcher un massacre, mon devoir est clair. Tahar étudia Paul avec un respect nouveau. Un soldat qui choisit de sauver des vies au lieu de les prendre. Chose rare. Une fois Paul installé tant bien que mal sur son cheval, ils partirent vers le nord, en direction du hameau des Valins. Une alliance improbable composée de guerriers nomades, un soldat blessé et une fermière qui avait osé voir l'humanité là où des autres ne voyaient que des ennemis. L'avenir restait incertain. Mais alors qu'ils chevauchaient ensemble à travers les plaines arides,
Une petite flamme d'espoir alluma. L'espoir que peut-être, dans ce coin de frontière gorgé de sang, un chemin différent pouvait être tracé. Ils forcèrent l'allure à travers les grandes étendues, une compagnie hétéroclite poussant ses chevaux à la limite. Le soleil matinal montait haut dans le ciel, promettant une autre journée torride. Marie jetait des regards inquiets vers son frère, troublée par sa pâleur et la façon dont il oscillait parfois sur sa selle. Paul avait insisté pour venir malgré sa blessure, et Hélène n'y avait pas eu le temps d'argumenter. Tahar guidait le groupe, sa connaissance du terrain leur permettant d'emprunter la route la plus rapide vers les terres des Valins. Les 4 guerriers qui l'accompagnaient maintenaient une vigilance constante, leurs yeux scrutant l'horizon à la recherche du moindre signe de l'ennemi. « C'est encore loin » cria Marie à intention de Tahar, le vent emportant ses paroles. Derrière la prochaine crête, répondit-il en pointant une colline basse devant eux. Le hameau est dans la vallée en contrebas. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, la propriété des Valins apparut. 3 cabanes disposées autour un puits central, avec des enclos pour le bétail et des champs de maïs étendant vers la rivière. Une fumée paisible élevait des cheminées, les occupants ignorant tout du danger qui fondait sur eux. Aucun signe d'attaque pour le moment, observa Paul, la voix tendue. Nous sommes peut-être arrivés à temps. Ils dévalèrent la pente vers le hameau. Un homme sortit de la plus grande cabane, fusil en main, alerté par le bruit de la cavalcade. Lorsqu'il vit les guerriers nomades, il hurla alarme. En quelques secondes, des autres colons surgirent, armes prêtes à faire feu. « Ne tirez pas !» cria Marie alors qu'ils approchaient. « Nous venons vous prévenir. » Jean Valin, un fermier grisonnant dans la cinquantaine qui avait survécu à 3 décennies sur la frontière, avança avec prudence, son fusil braqué sur le groupe. Marie Leroy, lança-t-il, incrédule. « Qu'est-ce que tu fabriques avec ces sauvages, au nom de Dieu ?» Ils retinrent leurs chevaux à orée du hameau. Paul se redressa sur sa selle, rassemblant ses dernières forces. « Je suis le soldat Paul Leroy », annonça-t-il, son uniforme conférant de autorité à ses paroles malgré son état de faiblesse. « Ces hommes sont là pour aider. Un groupe de guerre des Caillas se dirige vers ici, au moins 30 guerriers. Nous devons évacuer immédiatement. » Les yeux de Valin se plissèrent de soupçons. Et pourquoi un clan nous préviendrait-il contre un autre? Parce que tous ne veulent pas la guerre, répondit Tahar, soutenant le regard du colon. Certains cherchent un autre chemin. Plusieurs colons murmurèrent avec colère, sceptiques. Un jeune homme cracha par terre. C'est une ruse pour nous faire quitter nos maisons et les laisser sans défense. Ce n'est pas une ruse, insista Marie en mettant pied à terre pour approcher de Valin. Jean, tu me connais depuis que je suis enfant. As-tu déjà vu mentir? Valin scruta son visage, puis tourna son regard vers le soldat blessé et les guerriers nomades qui auraient pu attaquer sans sommation plutôt que de parlementer. « Combien de temps avons-nous » demanda-t-il finalement. « Peu, répondit Tahar en pointant le nord. Ils viennent de là-bas. Nombreux guerriers, enragés par le massacre du camp des Hivers. Une femme, serrant un jeune enfant contre sa poitrine, avança. Jean, nous devons les écouter. Pense aux petits. Valin acquiesca sombrement. Sarah, prépare tout le monde. L'essentiel seulement, vivre, eau, armes. Il se tourna vers les hommes. Attelez les chariots. Nous partons dans 10 minutes. Le hameau entra dans une effervescence chaotique mais maîtrisée, les familles se précipitant pour rassembler leurs biens. Marie aida une vieille dame à emballer ses remèdes, tandis que Paul conférait avec Valin sur le meilleur itinéraire de repli. Soudain, Tahar se raidit, le regard rivé sur horizon nord. Ils arrivent, dit-il calmement. La poussière se lève. Paul plissa les yeux dans la direction indiquée. Un nuage ocre était en effet visible, distant de peut-être 3 kilomètres. Nous n'avons plus de temps, annonça-t-il. Tout le monde au chariot, maintenant. 3 véhicules furent chargés à la hâte avec les enfants, les anciens et les quelques provisions glanées. Les adultes valides montèrent à cheval, certains guidant des bêtes de somme chargées de vivres supplémentaires. « Où allons-nous » demanda Sarah Valin en triturant son chapelet. « Au sud, vers le fort Saint-Louis » décida Paul. « C'est le refuge le plus proche. » Tahar et ses guerriers échangèrent quelques mots brefs dans leur langue, puis il se tourna vers Marie et Paul. « Nous allons retarder le groupe de guerre. Vous donnez du temps. » Paul secoua la tête. « C'est du suicide. Ils sont trop nombreux. Pas de combat, expliqua Tahar. Nous allons les détourner. Nous connaissons des pistes que qu'ils ignorent. Nous les attirerons vers elles, et, loin de votre route vers le sud. » Marie comprit le sacrifice qu'il proposait. Tahar,
ils te tueront ils t'attrapent. Elle ombre un sourire effleura ses lèvres. Alors nous ne nous ferons pas attraper. Tandis que les colons terminaient leurs préparatifs hâtifs, Tahar approcha de Marie une dernière fois. Il aime à montrer qu'une autre voie est possible. Je n'oublierai pas. Est-ce que je te reverrai? Demanda Marie, surprise désespérée si fort que la réponse soit oui. Si le Créateur le veut, répondit-il. Puis, à sa grande stupeur, il pressa un objet dans sa main, un petit aigle sculpté dans du bois. Mon père a fait ceci. Symbole de liberté qui veille sur toutes les terres, tous les peuples. Maintenant, il veille sur toi. Avant que Marie ne puisse répondre, Tahar rejoignit ses guerriers. Dès un dernier signe de tête à Paul, ils galopèrent vers le nord, soulevant délibérément un nuage de poussière pour attirer l'attention de la horde en approche. Le convoi des colons ébranla vers le sud, voyageant aussi vite que les lourds chariots le permettaient. Paul chevauchait aux côtés de Marie, le visage tiré par la douleur, mais le regard alerte. C'est un homme brave, dit Paul en regardant le groupe de Tahar disparaître au loin. Oui, approuva Marie. Peut-être y a-t-il des hommes braves dans tous les camps de ce conflit. Ils chevauchèrent en silence pendant plusieurs kilomètres, la tension apaisant progressivement à mesure qu'aucune poursuite ne se matérialisait. Le plan de Tahar semblait fonctionner. Cependant, au fil de la journée, l'état de Paul se détériora. L'effort avait rouvert sa blessure, et il luttait pour rester conscient. Lorsqu'ils firent une brève halte pour reposer les chevaux, Marie insista pour refaire son pansement. Mercier sera à notre recherche, dit Paul pendant qu'elle affairait. Quand il découvrira notre disparition et apprendra pour le groupe de guerre des Caïas, il saura que quelque chose ne tourne pas rond. Que il cherche, répliqua Marie en nouant le bandage. Pour l'instant, tout ce qui compte, c'est de mettre ces gens en sécurité et de te garder en vie. La nuit tomba alors qu'ils poursuivaient leur route vers le sud. Les enfants étaient endormis dans les chariots, et les adultes avançaient dans un silence accablé de fatigue. Marie se surprenait à toucher machinalement l'aigle de bois que Tahar lui avait donné, puisant de la force dans ce qu'il représentait. Juste avant l'aube, ils repérèrent des cavaliers venant du sud-est, une patrouille du fort Saint-Louis, dépêchée après des rapports signalant une activité ennemie accrue dans la région. Les colons furent escortés sur la distance restante jusqu'au fort, où ils trouvèrent un refuge temporaire. Paul fut immédiatement conduit à l'infirmerie. Le médecin confirma que, bien que le voyage ait aggravé la blessure, il en remettrait avec du repos. Marie assis à son chevet, épuisée mais soulagée. 3 jours plus tard, alors que les forces de Paul commençaient à revenir, un messager arriva au fort avec des nouvelles. Le capitaine Mercier et ses hommes avaient engagé le combat contre le groupe de guerre des Caïas dans une bataille féroce. Plusieurs soldats avaient péri, mais l'attaque sur les hameaux avait été empêchée. Il n'y avait aucune mention des guerriers de Tahar. Ce soir-là, alors que Marie était assise sur les remparts ouest du fort, regardant le soleil couchant, Paul la rejoignit, marchant lentement mais d'un pas assuré. J'y ai réfléchi, dit-il en asseyant précautionneusement à ses côtés. À ce qui va se passer ensuite. Marie se tourna vers lui. Que veux-tu dire? Mercier voudra toujours t'arrêter pour avoir aidé Tahar à s'enfuir, expliqua-t-il. Et je ne peux pas retourner dans l'armée après être opposé à mon capitaine. Je suis désolé, Paul. Je n'ai jamais voulu te faire perdre ta carrière. Il secoua la tête. Ne le sois pas. Ces derniers jours ont montré qu'il pouvait y avoir une autre voie. Tout comme Tahar a dit. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Le commandant ici, le colonel Durand, travaille à établir des relations pacifiques avec certaines tribus. Il cherche des gens qui comprennent les deux mondes. Marie haussa un sourcil. Et tu penses que nous correspondons au profil? Je pense que nous avons assez vu la guerre, répondit Paul. Peut-être est-il temps que nous œuvrions pour la paix, à la place. Alors que l'obscurité enveloppait le fort, Marie serra l'aigle de bois, ses pensées volant vers l'homme qui avait tout risqué pour sauver des gens qu'on lui avait appris à haïr. Elle se demandait s'il avait survécu, s'il avait retrouvé les siens, s'il regardait les mêmes étoiles qu'elle voyait apparaître une à une dans le ciel des ancres. Penses-tu que c'est possible? Demanda T.L. doucement. La paix, après tant de sang versé? Paul suivit son regard vers la voûte céleste. Je ne sais pas. Mais pour la première fois, je crois que cela vaut la peine d'essayer. 2 semaines plus tard, un éclaireur revint au fort avec un rapport inhabituel. Il avait rencontré une petite bande de nomades près de la rivière, arborant un drapeau blanc aux côtés de leur bannière tribale. Leur chef lui avait demandé de transmettre un message à la femme qui avait caché un des leurs sous son plancher, et aux soldats qui avaient choisi la clémence plutôt que la vengeance. Le message était simple. Astérisque, l'aigle vole entre deux mondes.
Peut-être que des autres peuvent apprendre à faire de même. Astérisque Marie se tenait près de la porte du fort, elle aigle de bois chaud au creux de sa paume, un sourire éclairant son visage alors qu'elle regardait vers elle horizon sud. Dans une terre définie par les frontières et le sang, peut-être que de nouvelles limites pouvaient être tracées. Non pas des lignes qui séparent, mais des ponts qui relient. Paul la rejoignit, sa blessure suffisamment guérie pour qu'il marche sans peine. Le colonel Durand attend une réponse concernant son offre, dit-il. Restons-nous? Marie hocha la tête, sa décision prise. Oui. Il y a du travail à faire ici. Tandis que le frère et la sœur se tenaient ensemble, face à un avenir incertain mais porteur d'espoir, Marie pensa à sa ferme et sa cave secrète, au capitaine Mercier et sa justice implacable, aux colons qui avaient fui leur foyer, et à Tahar, qui avait montré un courage transcendant les alliances tribales. La frontière ne serait plus jamais la même pour elle, et elle ne serait plus la même non plus. Dès une clémence improbable était née une alliance improbable, et de cette alliance, peut-être les premières graines fragiles de la compréhension. Il suffisait pour elle instant de nourrir ses graines et de voir ce qui pourrait pousser. Elle aigle vole entre deux mondes, répéta doucement Marie. Elle se tourna vers son frère avec un regard déterminé. Et nous ferons de même.